Est-ce que c'est bon pour vous? Comme ça, on peut Ouais, démarrer dans les Alpha. temps. C'est parfait. Bon, je pense qu'on peut commencer. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Shema Bokadi, je suis Program Manager à Connectinov. Donc, Connectinov est une structure d'accompagnement 100% Health Tech qui est basée entre Tunis et Marseille. On accompagne les startups, les PME, les entreprises, les entrepreneurs tunisiens qui opèrent dans le domaine de la Health Tech, c'est-à-dire la e-santé, la MedTech, donc les dispositifs médicaux et la biotech, donc quel que soit le stade d'avancement de leur projet. Et en juin dernier, on a lancé notre programme Expan Africa, qui est un programme donc, qui vise à aider les startups et les PME tunisiennes à aller vers l'international et surtout à donc catalyser leurs activités sur le continent, sur notre continent africain, depuis la Tunisie vers d'autres marchés de notre continent. Et donc, avec le projet KWFL, le projet KWF, qui est financé par l'AFD et mis en œuvre par Expertise France. Donc, on a lancé la première phase pilote qui vise à aider les startups et les PME tunisiennes à catalyser leurs activités d'internationalisation, d'export, d'implantation vers le Sénégal et la Mauritanie. Et donc là, on accompagne des entreprises, il y en a certaines qui sont parmi nous aujourd'hui, mais aussi on les aide à connaître mieux ces marchés qui ont un très fort potentiel, connaître un peu comment ils vont démarrer leurs activités. Et donc pour ce faire, on a fait une série de webinaires qu'on a démarré depuis août dernier pour parler de l'internationalisation d'une manière générale. Et donc, pour aujourd'hui, je suis très ravie et honorée d'avoir avec nous donc, un très beau panel pour parler du marché de la health tech et de la santé au Sénégal. On va parler des défis, des opportunités, du potentiel, mais aussi des tendances. Et donc, pour ce faire, je partage avec vous donc, le panel. Allez. Hop. Donc, on a un très, très beau panel et je suis honorée. Donc, on a avec nous aujourd'hui, je commence honneur aux femmes, hein, Madame Raki Kane, Monsieur Abdelaziz Diaw et Docteur Papa Maha Diaw. Donc, si vous pouvez vous présenter en quelques mots, vous présenter un peu votre parcours. Donc, je commence par Madame Raki Kane. Juste Merci, Shema. Merci. Merci, Shema. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager avec vous mes différentes expériences en matière d'implémentation des startups au niveau du Sénégal. Donc, je m'appelle Raki Kane. Je suis ex-secrétaire exécutive de Sénégal Connect Startup. Donc, c'est l'organe de l'État en charge de l'opérationnalisation de la loi Startup Act. Donc, la Startup Act, c'est une loi qui est en faveur des startups. C'est un dispositif de l'État qui permet aux startups d'avoir tout un package d'incitations, mais j'en reviendrai lors de mes interventions. Merci. Très bien, merci beaucoup Raki. On est vraiment honoré de vous avoir. Je passe à Monsieur Abdelaziz Diaw. Merci Shema. Donc moi c'est Abdelaziz Diaw, je suis manager du pôle engineering DT ici de Pasteur. J'ai à peu près 20. Alors, petit problème technique. Voilà, donc je disais que j'ai à peu près 22 ans.
j'ai refermé, c'est le micro de M. Gao. Ça va? Oui. Ah, Voilà, très bien. donc, Les aléas du direct, ça arrive. voilà, donc je disais que j'avais 22 ans d'expérience dans tout ce qui est IT, transformation digitale et cybersécurité. Je suis titulaire d'un MBA en cybersécurité de l'École de guerre économique. Merci. Très bien, merci à vous. Et donc, last but not least, Dr Papa Diaw de l'AFP. Bonjour, rebonjour. Alors, moi, je ne vous entends pas. Donc, je pense que vous êtes... Bonjour à tout voilà, le monde. oui. Voilà. Je disais que bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà, c'est un plaisir pour moi de participer à ce panel. C'est vrai que j'ai été invité par Shema et Wafa. Et c'est un plaisir pour moi de participer. Donc, je me présente, je m'appelle Dr Pamma Diaw, je suis juriste de formation. Je suis actuellement le directeur des affaires juridiques de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique, agence qui est spécialisée donc dans la réglementation des médicaments et autres produits de santé au Sénégal et ainsi qu'à l'exercice de la pharmacie. Voilà, j'ai une expérience d'une vingtaine d'années, donc après avoir bourlingué un peu partout, dans différents secteurs de la vie économique de notre pays, le Sénégal. Voilà, actuellement, donc, je suis au niveau du ministère de la Santé et j'occupe les fonctions de directeur des affaires juridiques. Je coordonne les réformes en termes de dispositifs sur les médicaments, les dispositifs médicaux, les produits de santé ainsi que la pharmacie. Merci. Très bien, merci. Donc, merci à vous trois d'avoir accepté d'intervenir sur ce panel. On est très heureux de vous avoir. Donc, alors, juste avant de commencer, donc pour tous les participants, pour les questions, vous pouvez les écrire dans la partie conversation et à la fin de la discussion des panels, on prendra 5 minutes pour voir quelques questions et pour que nos panélistes puissent y répondre. Voilà. Alors, je pense qu'on peut commencer. Donc, aujourd'hui, on va parler, comme j'ai dit tout à l'heure, donc le marché de la health tech au Sénégal. Et donc là, on va démarrer avec Madame Raki. Donc, on va parler un peu de l'état du marché du Sénégal, déjà en général, avant de plonger un peu plus dans la santé. Donc, vous avez activement participé à l'opérationnalisation du Startup Act, comme vous avez dit, et donc le Startup Act qui encourage les startups innovantes donc au Sénégal. Si vous pouvez nous faire un bref aperçu donc, de l'état des lieux du marché sénégalais en général et quel est l'impact du Startup Act aujourd'hui sur la dynamique et les besoins de ce marché-là. Merci, Shema, de me donner la parole en premier, mais il aurait été bien de commencer par les experts en santé avant d'arriver dans les cas généraux et dans tout ce qui est régulation. Donc, en fait, la Startup Act est une loi qui a été votée en décembre 2019 à l'Assemblée nationale. Le Sénégal a mis beaucoup de temps à mettre en place la gouvernance, à mettre en place les décrets d'application. D'ailleurs, un décret est sorti la semaine dernière venant encore appuyer le Startup Act. C'est une loi qui est en faveur des startups. C'est une loi qui a permis de définir la startup, parce qu'au Sénégal, une startup est une entreprise de moins de 8 ans qui a un fort potentiel de croissance, qui s'appuie sur les nouvelles technologies et surtout qui est sur un modèle économique disruptif, c'est-à-dire avec la phase idéologie, la phase de développement, la phase de croissance et la phase d'accélération et enfin la phase de croissance. Donc, à partir de là, moi, mon rôle, donc j'ai été nommée en juillet 2023. J'ai pu commencer vraiment à démarrer qu'en avril 2024, donc c'est vraiment récent. Et avant tout, pour moi, il était important de mettre en place le cadre incitatif spécifique aux startups, c'est-à-dire de pouvoir accorder à nos jeunes entreprises un cadre avec des incitations fiscales, sociales et douanières.
Donc, au niveau des incitations fiscales, on a réussi à négocier tant bien que mal avec les autorités pour pouvoir avoir de véritables mesures. Donc, on passe d'une TVA de 18 à 5% pour les startups labellisées. On passe d'un impôt sur le revenu de 30 à 5%. Pour tout ce qui est douanier, quand une startup reçoit un conteneur, il y a des mesures il y a des endroits au sein du port où elle pourra stocker son conteneur. Le conteneur peut être enlevé avant dédouanement. Le coût du dédouanement passe de 45 à 30%. Donc, il y a un véritable package d'incitation et ça, c'est les efforts de l'État. Ensuite, pour nous, il était important de créer la convention collective des startups parce qu'une startup ne peut pas embaucher, ne peut pas avoir les mêmes conditions sociales qu'une entreprise lambda. Parce que son modèle économique repose sur son idée et son idée n'est pas forcément financée par les banques ou par les organismes qui financent habituellement. Donc, pour nous, c'était important de travailler autour de cette convention collective qui est en cours. On a démarré les travaux avec le ministère du Travail, mais c'est en cours de finalisation. Donc, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, mais il y a une volonté de créer cette convention collective. Ensuite, il fallait, en dehors d'apporter des incitations, il faut aussi apporter un financement, parce que les startups ont besoin d'être financées pour pouvoir aller concourir dans nos marchés. En tout cas, dans les marchés, que ce soit du Sénégal, de la sous-région, et puis pourquoi pas en Afrique, Sky. Et là, à ce niveau-là, on a posé des actes forts. Déjà, au Sénégal, vous avez la loi de 2022 qui donne aux start-upers 5% de la commande publique. Donc, ce n'est pas négligeable. C'est une mesure qui est très forte, qui permet à nos jeunes entreprises d'acquérir une première expérience et de pouvoir aller vers des petits marchés accessibles et avoir des fonds de roulement et de pouvoir embaucher du personnel. Ensuite, on a mis en place un fonds d'amorçage allant de 13 millions, ça fait à peu près je vais vous parler en euros, de 15 000 à 100 000 euros pour qu'elle puisse démarrer. Donc, c'est un véritable fonds d'amorçage. Donc, c'est pas un fonds de dette, c'est vraiment pour aider la startup à pouvoir démarrer, qu'elle soit en phase idéologie ou en phase de développement. Et en fonction de sa phase, de là où elle se situe sur la chaîne de valeur, elle obtient un financement un peu plus grand. Après, pour parler un peu plus de startup health, health, comme j'aime les appeler. Moi, j'ai un parcours qui est atypique. Je suis une professionnelle de la santé parce que j'ai une licence en santé, médecine et biologie humaine. Ensuite, j'ai fait un master en santé publique internationale, puis un DU en recherche clinique. Donc, on va dire, de mon parcours scolaire, je suis attachée de recherche clinique. Et c'est vrai que la santé est un élément important pour les pouvoirs publics. Donc, il y a pas mal d'avancées. On a un marché qui est, au niveau de la santé qui est très dynamique. Déjà, nous sommes en pleine digitalisation de notre système de santé, mais je pense que mes collègues y reviendront plus longuement là-dessus. Et c'est une start-up, Aeon, qui accompagne l'État dans sa digitalisation. Ensuite, il y a aussi la volonté de pouvoir apporter des solutions de santé à toutes les zones qui sont éloignées et où il y a un véritable besoin parce que les postes de santé sont éloignés. Et là aussi, on a une start-up qui propose des solutions en ce sens et l'État est attentif aux solutions proposées. Donc, on a un véritable... Et puis, il y a aussi quand même le PAENS, qui est le projet d'accélération de l'économie numérique au Sénégal, qui est co-réalisé entre le ministère du numérique et le ministère de la Santé. Donc, il y a un vrai travail intelligent qui est fait au Sénégal. Il y a un vrai travail coordonné pour que la santé ne soit pas laissée en rade et pour que les actions qu'on mène soient cohérentes. Et bon, je pense que M. Tchao va revenir plus longuement que moi là-dessus, mais déjà pour vous dire qu'on a un marché qui est très dynamique. On a vraiment des attentes en termes de santé
au Sénégal et les startups sont les bienvenues, seront les premières parties prenantes. Voilà. Merci beaucoup, Raki. Merci pour cette vue générale. Justement, on est en train de voir que il y a beaucoup de startups sénégalaises dans différents domaines, mais aussi comme Aeon, justement, dans le domaine de la santé, qui sont en train de faire des avancées majeures. Aussi, le Startup Act, donc c'est vraiment un tremplin pour l'entrepreneuriat et l'innovation, donc pour les entreprises et les startups. Et donc, pour aller justement dans les startups, l'entrepreneuriat health tech, et plus précisément pour les nouvelles technologies et la e-santé, là, je me tourne vers Monsieur Thiao, qui a une double casquette. Donc, il est de l'Institut Pasteur, donc il est à la fois scientifique, mais aussi très impliqué dans la santé digitale. Donc, Monsieur Thiao, est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux rapide sur la e-santé et donc la santé digitale au Sénégal, surtout en termes de marché et de disponibilité aujourd'hui? Votre micro, s'il vous plaît. Donc, bonjour, merci Chama, merci Raki, la transition est toute faite. Hein. Raki a abordé déjà quelques points des innovations technologiques qui se font aujourd'hui en termes de tendance pour le domaine de la santé. Comme elle a dit, hein, le secteur de la santé aujourd'hui connaît une transformation majeure grâce aux innovations technologiques. Ceci se fait juste pour améliorer les soins de santé et la qualité des services médicaux. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des contraintes pour le Sénégal. C'est tout ce qui est disponibilité des infrastructures et la connectivité. Et aussi, le point qui va concerner le docteur Diao, la réglementation. Donc, ces aspects-là, comme elle l'a dit, à travers la Startup Act, il y a une partie de la réglementation qui sera prise en charge. Mais aujourd'hui, si on regarde les innovations technologiques dans le domaine de la e-santé, on a la télémédecine, comme elle a dit, pour permettre de donner de la qualité de soins pour les zones qui sont éloignées au Sénégal où on n'a pas de médecins. Donc, on fait tout pour qu'il y ait des startups qui vont être dans ce domaine pour améliorer les services de santé à distance, comme Senum Santé et Dabadoc. Aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a la startup Ion qui travaille dans le dossier médical électronique qui permet d'avoir un suivi médical des patients, quel que soit le centre de santé auquel ils vont aller. Après aussi, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits aujourd'hui par des communautés comme Teranga, IAI, comme INDAB-X et autres, qui aussi contribuent sur la mise en place de solutions d'intelligence artificielle qui vont contribuer sur les solutions de santé. Après, il y a, comme vous le savez, partout dans le monde, il y a tous les dispositifs de surveillance connectés, hein, les montres connectées, les tensiomètres connectés, les glucomètres connectés, sur lesquels les startups peuvent s'investir au Sénégal. Après, aujourd'hui, nous, par exemple, en tant que pasteurs, ayant une mission de formation, nous travaillons beaucoup sur tout ce qui est technologie immersive, la réalité augmentée, la 3D, le 360, vidéo 360 degrés et la virtuelle réalité dans la formation. Aujourd'hui aussi, il y a d'autres startups qui ont démarré à travailler sur tout ce qui est micro-assurance digitale. Et la dernière initiative, c'est le projet PAENS, projet d'accélération de l'économie numérique, qui aujourd'hui qui permet à l'État de monter sa volonté à moderniser la gestion des données médicales. Donc, en résumé, aujourd'hui, nous pouvons dire que le marché de e-santé au Sénégal est ouvert et offre la possibilité à plusieurs startups à exercer dans ce domaine. Et il y a énormément d'initiatives et énormément de zones sur lesquelles ces startups peuvent exercer. Donc, les startups tunisiennes sont les bienvenues et les startups sénégalaises pour un peu améliorer le service de santé. Nous, Institut Pasteur, nous avons un objectif de formation, nous avons un objectif d'innovation aussi dans tout ce qui est test diagnostic rapide et un objectif aussi
de résilience sur le vaccin. Et pour faire tout ça aujourd'hui, on a besoin de mettre en place des solutions qui vont permettre de nous assurer de la résilience et comment on va dire, de la portée de toutes ces initiatives, que ça puisse arriver auprès des populations et des patients. Donc, c'est ce que je voulais dire en termes d'innovation sur les innovations qui existent aujourd'hui et les tendances dans le domaine de la e-santé. Merci. Très bien. En effet, merci à vous. Une grande richesse. Je retiens donc des projets en télémédecine, des projets de dossiers médicalisés, informatiques. Je retiens des startups en microfinance. Donc vraiment une très grande richesse. Et en effet, il y a beaucoup de pistes de collaboration avec les startups tunisiennes. Mais bien sûr, la e-santé, je pense un des défis aussi, c'est la partie protection des données. Surtout s'il y a des données de patients, des données personnelles. Et donc là, on va vraiment partir vers beaucoup plus de challenges en termes de réglementaire. Donc, tout ça doit être bien sûr réglementé, bien cadré. Et donc, si on part de réglementaire, là, parmi les axes les plus importants et les structures les plus importantes dans le domaine de la santé au Sénégal, on pense à l'agence de régulation, donc l'ARP. Donc, et là, je me tourne vers Dr Diaw. Donc, l'ARP a pour mission justement de mettre en œuvre les aspects réglementaires pour le secteur pharmaceutique et les dispositifs médicaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le rôle de l'ARP aujourd'hui et le rôle, donc le marché de la santé et le rôle de l'ARP sur le marché de la santé? Alors, merci, Chama. Donc, avant de parler peut-être du rôle de l'ARP, je voudrais juste préciser pour dire qu'effectivement, je suis en phase avec Rabi Khan, pour dire que j'ai eu l'occasion de travailler comme consultant de la Banque mondiale sur le projet de digitalisation de la santé. Donc, nous, on était chargés de travailler sur ce qu'on appelle le plan de mobilisation des parties prenantes. C'est pour vous dire qu'effectivement, le Sénégal en tout cas, a pris les options pour digitaliser tout ce secteur-là et des efforts importants, justement, ont été faits. Et à ce titre, on peut constater qu'effectivement, pour ce qui concerne le marché de la santé au Sénégal, il y a lieu de noter trois choses. D'abord, un système de santé qui est en phase de transition. Ensuite, on note la présence d'acteurs internationaux et beaucoup de bailleurs de fonds. Ensuite, il y a aujourd'hui le marché qui est là et le Sénégal, effectivement, est en avance par rapport à beaucoup de pays, surtout les pays de la sous-région, même si par ailleurs, on peut considérer que des pays comme le Maroc ou bien l'Afrique du Sud, effectivement, disposent d'une production beaucoup plus importante. Mais pour ce qui concerne le premier point relativement au système de santé de transition, il faut noter que depuis 2019, le budget au Sénégal de la santé est en perpétuelle hausse. Effectivement, il y a eu donc la mise en place d'une couverture de maladie universelle, même si quelque part l'application est un peu limitée, mais effectivement, de ce point de vue-là, des efforts sont en train d'être faits. Il y a également la présence de beaucoup d'acteurs et de fonds. Aujourd'hui, même si il y a des problèmes avec l'OMS, avec le retrait des États-Unis, mais il y a des structures comme la Banque mondiale, l'AFD, l'Expertise France. Et pour vous dire que même nous, au niveau de l'ARP, l'Expertise France est en train aujourd'hui de nous aider dans le cadre de certains projets en maturation. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, la problématique est prise en charge. Et il faut noter qu'il y a eu beaucoup d'efforts, d'efforts qui ont été consentis. Et si vous regardez bien en ce qui concerne l'accessibilité des médicaments, car comme vous le savez, l'ARP, son rôle, c'est de faire en sorte que qu'il y ait une bonne réglementation, mais on fait en sorte qu'effectivement, que les médicaments et les produits essentiels de santé soient disponibles sur le territoire. Donc aujourd'hui, au Sénégal, par rapport aux statistiques, nous avons entre 2017 et 2023, le taux de disponibilité de médicaments est passé de 89% à 90%. Voilà.
Ensuite, il y a eu des stratégies qui ont été mises en place. Donc, Mme Khan peut en témoigner, de même que M. Thiaou. Il y a ce qu'on appelle la stratégie telle que les PRA. Les PRA. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle le Djegesina. Le Djegesina, c'est un mot wolof qui dit « je me suis rapproché ». Ensuite, donc, effectivement, il y a des efforts. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui ont été réalisées. Et effectivement, en 2019, nous avons eu donc à faire beaucoup d'efforts. Il y a eu des mutations. En ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement des médicaments, il y a eu donc la création de l'agence dont je suis actuellement le directeur des affaires juridiques. Il y a également la CNPNA. Son statut a été modifié parce qu'auparavant, la CNPNA était une centrale d'achat qui ne s'occupait que du public. Mais aujourd'hui, la CNPNA a un statut juridique, est un établissement public à caractère industriel et commercial. Et effectivement, son statut lui permettra d'avoir des partenaires ou bien de toucher des partenaires qui peuvent potentiellement investir au Sénégal. Enfin, il y a le projet de relance de l'industrie pharmaceutique. On a un gros projet de relance de l'industrie pharmaceutique. Et là également, on attend beaucoup de partenaires. Le cadre juridique est là, est favorable. Je pense que nous allons revenir là-dessus. Mais en tout cas, des efforts ont été faits. Et aujourd'hui, le Sénégal, en termes de réglementation, on a atteint un niveau de maturité. 3, donc sur les fonctions réglementaires, il y a 9 fonctions réglementaires, les essais cliniques, les importations, l'inspection pharmaceutique. Dans tous ces aspects-là, aujourd'hui, le Sénégal a un bon système réglementaire qui lui permet effectivement en fait que ce secteur-là soit réglementé. Donc, je disais que, et enfin, dernier point par rapport à cet effet-là, donc aujourd'hui, l'objectif principal, c'est quoi? C'est la participation à la disponibilité et de l'offre de qualité. Voilà, l'offre de qualité. Donc ça, on attend. Aujourd'hui également, on attend à ce qu'il y ait un développement de l'investissement dans le secteur privé de la santé. Donc le secteur privé, donc le champ est ouvert. En tout cas, nous allons en revenir sur le troisième point. Et ensuite, enfin, il faut améliorer la carte sanitaire, accompagner les initiatives de production de médicaments et de produits de santé. Et c'est là également où on attend véritablement le secteur privé. Donc voilà en termes, c'est bien ce que je voulais dire, donc en guise de préambule, pour vous dire qu'effectivement, donc nous au Sénégal, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais il y a des problèmes. Le marché de la santé reste ouvert. L'ARP également, son rôle, c'est tout de faire en sorte que tout ceci soit encadré du point de vue juridique. Réglementation des médicaments, réglementation des produits de santé, réglementation aussi de l'exercice de la pharmacie. Donc, voilà, donc votre rôle, c'est ça, c'est de mettre en œuvre ces fonctions-là et de faire en sorte qu'on ait un système efficace sûr et que les médicaments, de même que les dispositifs médicaux, soient disponibles un peu partout sur le territoire national. Donc, merci, c'est moi, donc, pour la parole. Merci, Dr Dia, pour cette vue générale, exhaustive, des différents acteurs, des différents axes sur lesquels vous travaillez actuellement. Je pense que là, il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, déjà, dans l'audience, on a beaucoup d'entreprises qui opèrent dans le secteur pharmaceutique. On a des entreprises qu'on accompagne également qui sont dans les dispositifs médicaux. Donc là, pour les opportunités, je pense, Dr Thiaw, Abdelaziz Thiaw, vous pouvez rebondir sur un peu ce qu'a dit Dr Diaw, mais aussi nous parler un peu plus donc, des opportunités du marché de la santé et de la health tech aujourd'hui, donc en capitalisant sur ce qu'a dit Raki et Dr Diaw. Merci, Chema. Nous, en tant qu'institut Pasteur, comme j'ai dit, notre rôle dans l'accompagnement des compagnies et des privés sur le marché de la health tech, on a démarré une initiative qui s'appelle le Grand Challenge avec l'ambassade du Canada et qui est financée par Bill et Melinda Gates, où à travers ce processus, on accompagne des startups pour se développer dans le domaine de la health tech. Cette année,
En 2024, on a eu les startups comme Ion et autres qui ont participé. Et à travers ça, on a tout ce qui est accompagnement, tout ce qui est accélération de start-up et autres. Maintenant, les initiatives que nous accompagnons, par exemple, M. Diaw a dit que l'ARP a pour rôle d'améliorer l'industrie de la pharma au Sénégal. Donc, l'Institut Pasteur a ajouté dans ses prérogatives depuis 2022 deux nouvelles activités, c'est-à-dire aujourd'hui, nous produisons dans l'innovation des tests diagnostiques rapides avec notre entité Diatropix. Nous avons une usine de fabrication de tests diagnostiques rapides et nous avons aussi deux usines de fabrication de vaccins. Tout ça pour contribuer, comme on a dit, à la souveraineté vaccinale en Afrique et au Sénégal et aussi à la souveraineté du diagnostic rapide. L'Institut Pasteur aujourd'hui aussi met en place des solutions de surveillance pour le ministère de la Santé. Tout ce qui a trait à ce qu'on appelle le early warning, les solutions de early warning sur lesquelles les startups peuvent travailler, toutes les solutions de One Health qui permettent de, comme on a dit tout à l'heure, de s'assurer que le patient dans toutes les régions où il est, il peut être suivi par un médecin et que les pharmacies tous sont intégrés dans la solution. Nous avons aussi des solutions en interne pour améliorer nos processus métiers. Donc, nous mettons en place des solutions de GED, de gestion électronique de documents, pour améliorer nos processus métiers. Nous mettons en place des solutions de ERP aussi pour optimiser et améliorer nos performances des métiers support. Nous mettons en place aussi des solutions de formation, comme j'ai dit, à travers notre centre de formation CARE et notre futur centre de formation pour la fabrication de vaccins RTH. Nous travaillons aussi dans l'intégration des systèmes médicaux à travers des systèmes LIMS, Laboratory Information Management System. Donc, toutes ces initiatives aujourd'hui que l'Institut Pasteur met en œuvre contribuent au développement de la health et l'Institut Pasteur est un acteur clé aujourd'hui de e-santé au Sénégal et de l'innovation dans le domaine de la e-santé. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour résumer et prendre en compte les points qui ont été énumérés par le Dr Diaw et par Mme Raki. Je vous remercie. Oui, oui. En effet, merci. Donc, c'est vraiment axé e-santé, utilisation des nouvelles technologies au service de la santé. Donc, il y a justement une grande richesse en projet, une grande richesse en initiative. Et là, je retourne vers Dr Dia. Qu'en est-il? Donc, parce que la santé, la health tech, c'est vraiment riche, c'est la e-santé, mais c'est aussi les dispositifs médicaux, c'est aussi la biotech. Donc, quand on dit biotech, pharmaceutique, etc. Donc, aujourd'hui, il y a certaines, par exemple, entreprises tunisiennes qui souhaitent justement donc exporter leurs activités vers le Sénégal. Donc, qu'en est-il du marché justement de la pharma et des dispositifs médicaux aujourd'hui? Le micro, s'il vous plaît. Merci, Sheba. Je disais que pour ce qui concerne les dispositifs médicaux et surtout, effectivement, il faut noter qu'il y a un besoin. Voilà, il y a un besoin en matière de dispositifs médicaux et surtout par rapport aux équipements médicaux essentiels et spécialisés. Et il faut noter que le Sénégal fait face à un déficit chronique d'équipements médicaux. Et selon les chiffres que nous avons fournis par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il faut noter que 60 à 80% des dispositifs médicaux sont importés. Et il se trouve que même des fois, il peut arriver que 40% de ce chiffre-là soit hors d'usage, faute de maintenance adéquate. Donc, ouais, donc le marché est là.
Donc aujourd'hui, on a un besoin urgent, voilà, d'équipement et de réanimation. Et à ce titre, nous avons par exemple besoin de, voilà, de respirateurs, hein, voilà, de défibrillateurs, voilà, des moniteurs de signes vitaux, voilà. Également, du point de vue du matériel d'imagerie médicale, là également, nous avons besoin des IRM, des scanners, des échographes, etc. Et même pour le dispositif de diagnostic rapide, test COVID-19, etc. Donc, il faut noter qu'il y a véritablement cette nécessité-là. Et il nous faut justement également du matériel chirurgical ou orthopédique. Voilà, les prothèses, les instruments de chirurgie invasive, etc. Et effectivement, tout à l'heure, Madame Rabi Khan l'a dit, voilà, il faut des solutions mobiles et connectées. Et aujourd'hui, au Sénégal, il y a ce projet de santé numérique où le pays est en train d'être maillé du point de vue numérique. Voilà, donc il nous faut des infrastructures dans les zones éloignées, dans les zones rurales. Donc tout ça également, il faut donc prendre en compte. Donc il y a ce besoin-là qu'il faut noter. Et c'est là également l'intérêt, hein, pour les privés, pour les entreprises qui sont à l'étranger, de pouvoir saisir cette occasion-là pour justement venir investir dans le marché sénégalais. Donc aujourd'hui, au niveau du ministère de la Santé, nous avons une direction qu'on appelle la direction des infrastructures, des équipements et de la maintenance, qu'on appelle DIEM. Et c'est cette direction-là qui est chargée de superviser l'approvisionnement des dispositifs médicaux. Donc aujourd'hui, par exemple, si une entreprise voulait venir au Sénégal et véritablement s'affairer dans ces mécanismes-là, il faudra essayer de voir, voilà, grâce aux expériences, etc., voir au niveau de cette direction, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de dispositifs médicaux. Donc, il faut noter que le besoin est là. Le besoin est là. Il nous faut justement, il y a un déficit qui est constaté et il nous faut vraiment de l'équipement, il nous faut des matériaux, il nous faut des équipements de diagnostic. Et je pense que le besoin est là et effectivement, les entreprises peuvent profiter de cette occasion pour venir vraiment investir dans ce marché sénégalais. Voilà ce que je voulais dire en termes de dispositifs. Et cela est valable également pour les médicaments. Parce qu'aujourd'hui, on a une production locale qui n'est pas assez suffisante. D'où d'ailleurs le projet de l'industrialisation de l'industrie locale. Aujourd'hui, il y a des acteurs, il y a des gens qui viennent. Nous, au niveau de ma direction, on reçoit des dossiers pour des gens qui veulent ouvrir des industries, etc. En tout cas, le cadre juridique est là, tout est transparent. Nous avons donc des supports de communication, nous avons des sites internet, nous avons tout. Il suffit justement, voilà, d'investir ce secteur-là et effectivement, des opportunités pourraient être trouvées. Merci. Merci beaucoup, docteur Dia. En effet, comme tout marché de santé de pays, il y a beaucoup de richesses, mais aussi il y a certains défis. Donc, c'est tout à fait normal. Et en parlant d'industrie pharmaceutique, on a déjà il y a des labos pharmaceutiques tunisiens qui exportent déjà. On ne va pas les nommer, on ne va pas faire du pub, mais on sait justement qu'il y a des labos donc qui sont présents depuis des années au Sénégal, en effet. Continuons donc avec les opportunités, avec les points positifs. Là, je retourne vers Raki pour parler, donc, en plus de toutes ces opportunités, de cette richesse, mais aussi bien sûr de ces défis. Est-ce que aujourd'hui, il y a des opportunités de financement, de soutien financier, notamment pour une entreprise tunisienne qui souhaite donc développer ses activités au Sénégal, mais aussi est-ce que, par exemple, le Startup Act leur offre certains avantages pour les aider à s'internationaliser, si on peut dire? Alors, merci. Je voudrais tout d'abord féliciter mes deux collègues hein, d'avoir quand même balayé d'une main de maître toutes les opportunités qui existent pour les startups en matière de e-santé, de pharmaceutique, d'industrialisation. Je
Je pense que c'est important de rappeler toutes les opportunités que le marché sénégalais offre. Donc, le Startup Act du Sénégal prévoit un ensemble de mesures euh, pour encourager l'implémentation et le développement des entreprises, qu'elles soient sénégalaises ou étrangères, à partir du moment où elles sont innovantes. Alors, le Startup Act au Sénégal est tout d'abord adressé aux Sénégalais. Parce que pour nous, c'était important de noter que dans la loi, 2 tiers du capital doit être détenu par un Sénégalais. Ça, c'est dans la loi, c'est clair. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est fermé aux autres pays. Non, ça veut dire qu'on privilégie les entreprises sénégalaises. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé des incitations fiscales douanières, de l'accès au financement. On accompagne également, on a des projets d'accompagnement pour tout ce qui est levée de fonds. On a le fonds d'appui aux startups que nous sommes en train d'opérationnaliser. On a le soutien à l'implémentation et à l'accélération en mettant en relation les startups avec les différents hubs. Par exemple, là, on espère bientôt ouvrir le parc des technologies numériques du Sénégal, Sénégal Connect Park, où il y aura un centre d'innovation. Bien évidemment, ce centre sera réservé aux startups qui seront labellisées. Il y a aussi tout ce qui est partenariat stratégique et d'intégration dans l'écosystème local, avec des opportunités de collaboration entre les entreprises sénégalaises et les institutions publiques. Il y a les appels d'offres, comme je disais tout à l'heure, avec la loi de 2022 qui ouvre la commande publique aux entreprises innovantes. Et il y a la participation aux différents événements. Je pense à l'événement d'Optique, je pense à la semaine du numérique. Chaque année, nous avons 4 gros événements portés sur le digital. Il y a moins d'un mois, j'ai participé à l'événement de l'Institut Pasteur, aux 20 ans de l'Institut Pasteur, et il y avait vraiment un bloc réservé aux startups pour vous dire à quel point c'est important pour nous. Alors, pour revenir aux opportunités spécifiques pour les startups tunisiennes, nous avons la volonté de renforcer la coopération entre le Sénégal et la Tunisie en matière de digitalisation et d'innovation. Donc, on a déjà entamé des discussions à travers le ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Il y a des gros axes de collaboration et le volet start-up est aussi intégré dans ce renforcement. Il y a des programmes également bilatéraux qui facilitent les échanges des startups entre les deux pays. Maintenant, ce qu'il faudrait, hein, là c'est des choses sur lesquelles nous sommes en train de réfléchir avec le ministère du numérique de la Tunisie pour que la startup tunisienne qui est labellisée en Tunisie soit reconnue au Sénégal et vice-versa. Je sais que c'est déjà le cas pour les startups tunisiennes et les startups algériennes, et nous, on voudrait vraiment l'étendre pour vraiment permettre à ces startups-là et ouvrir les marchés et être à ciel ouvert. Et enfin, nous facilitons Sénégal Connect Startup. Nous sommes là pour faciliter l'obtention des autorisations administratives pour les startups tunisiennes et on les accompagne à pouvoir être légalement constitués et pouvoir avoir tous les documents légaux qui leur permettront tout d'abord de s'enregistrer en tant que startup, puis par la suite pouvoir avoir accès au label. J'espère que j'ai brassé le tout. Oui, le tout et même donc moi j'allais rebondir justement sur comment c'est le troisième axe sur lequel on allait partir, hein. C'est justement comment les entreprises elles peuvent démarrer ces démarches, démarrer ces procédures. On voit vraiment beaucoup de similarités avec le lancement du Startup Act, beaucoup de similarités entre nos deux écosystèmes, ce qui est vraiment excellent et une fierté pour le continent africain. Donc c'est que du positif. Donc, un petit mot peut-être il y a des entreprises tunisiennes qui souhaitent démarrer quelque chose, souhaitent démarrer une démarche. Alors, tout d'abord, il faut vérifier l'éligibilité au Startup Act. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut avoir moins de 8 ans, il faut avoir un modèle économique disruptif, être à jour de ses cotisations fiscales et sociales pour pouvoir aller vers la phase d'enregistrement. Mais avant d'aller vers la phase d'enregistrement, il faut créer votre entreprise au Sénégal. Il faut qu'elle soit légalement sous
le saut sénégalais parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Sinon, vous n'aurez pas l'accompagnement. Vous pourrez être accompagné, c'est-à-dire qu'on continuera à faire les mises en relation. On pourra vous accompagner vers des hubs ou des centres d'accélération pour pouvoir faire vos démarches administratives. Mais il faut créer une entité juridique au Sénégal pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux, financiers et douaniers. Sinon, vous ne pourrez pas aller demander le Startup Act. Ce n'est pas possible. Il faut être légalement constitué au Sénégal. Donc, première étape, c'est l'accompagnement à travers nos partenariats qu'on a avec l'ADER, FJ et la PIX pour que vous puissiez avoir cet aspect légalement constitué au Sénégal. Ensuite, les entreprises, nous, l'État du Sénégal a vraiment voulu donner un aspect digital à la Startup Act, c'est-à-dire que tout est digitalisé. Le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, va lancer la plateforme d'enregistrement et de labellisation des startups lors du lancement prochain du New Deal technologique. Donc, à partir du 24 février, les startups pourront venir s'enregistrer, venir demander le label et venir demander un accompagnement à travers, parce que la plateforme est très bien faite. Hein. Malheureusement, je ne peux pas vous la montrer là parce qu'elle n'est pas encore lancée, mais vous avez tout un système derrière qui va vous permettre d'avoir un accompagnement spécifique quand vous êtes une entreprise étrangère. Ensuite, pour l'accès à tout ce qui est financement, programme d'accompagnement, une fois que l'entreprise est implantée, elle pourra bien évidemment postuler aux appels à projets du Fonds d'appui aux startups, intégrer des incubateurs et des accélérateurs partenaires du Startup Act et participer au programme d'accompagnement pour bénéficier de formations, de mentorat ou de networking qui va lui permettre d'avoir des bases solides pour pouvoir continuer. Et bien évidemment, on ne peut pas parler de développement d'entreprise sans parler d'expansion de marché. Et là, on met en place des collaborations avec les acteurs locaux. On fait en sorte que la start-up qui arrive puisse être rencontrer les associations de start-up, rencontrer les autres start-up, par exemple en IA, pour pouvoir être vraiment intégré dans le marché sénégalais et de pouvoir avoir vraiment, parce que souvent l'idée est bonne, mais le modèle économique est mal dessiné ou il y a des difficultés dans l'intégration, dans l'implémentation de notre marché. Et là, on met en place tout un accompagnement pour pouvoir vraiment intégrer le marché et pouvoir prospérer dans notre marché. Dr Diaw et M. Thiaw l'ont dit, c'est un marché qui est ouvert, qui est en pleine expansion. Ils ont parlé de télémédecine, ils ont parlé d'approvisionnement, ils ont parlé d'industrialisation, ils ont parlé d'IA, ils ont parlé... Et il faut surtout ne pas oublier qu'au Sénégal, nous sommes en pleine construction de centres de santé. On a des centres de santé nouveaux qui vont ouvrir. La nouvelle technologie est censée nous apporter une meilleure qualité d'image, un diagnostic plus rapide. Et on compte vraiment sur le secteur privé pour pouvoir vraiment s'implanter sur ce marché en plein essor et pouvoir mieux accompagner les pouvoirs publics. Sans être trop longue. Je pourrais en parler pendant des heures. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment beaucoup d'opportunités. C'est un marché en pleine expansion avec un grand potentiel, que ce soit déjà pour le Sénégal, mais aussi pour les entreprises étrangères. Je pense bien sûr aux entreprises tunisiennes qui souhaitent développer leurs activités, exporter et créer ce pont entre la Tunisie et le Sénégal. Est-ce que Dr Diaw et Monsieur Thiaw, vous voulez rebondir ou est-ce qu'on peut parler un peu des défis réglementaires? Ouais, surtout les défis réglementaires. Hein. Donc, oui. Il y a beaucoup de choses à revoir. Hein. Et ça, c'est justement les défis d'abord. Hein. Les défis, c'est que les entreprises qui veulent s'installer doivent être conformes aux normes, voilà, exigées par la communauté européenne et aussi par l'ARP. Et aussi, le défi, c'est qu'il y a un processus d'homologation qui est
un peu long. Et là, il faut un accompagnement administratif. Voilà, il faut être accompagné. Et il y a également donc, des contraintes administratives. Et comme l'a dit Rabi tout au début de son propos, il y a un dispositif qui est là et qui favorise un peu la préférence locale. Donc, de ce point de vue-là, les marchés publics, il y a une part de marché public voilà, qui doit être donnée aux PME. C'est une exigence même du Code des marchés sénégalais. Donc là, de ce côté-là également, il y a cette nécessité véritablement pour les entreprises entretiennes de venir s'associer voilà, avec des entreprises locales et faire des démarches vraiment pour leur implantation. Ça, c'est important. Ensuite, elle a dit tout à l'heure par rapport aux taxes aussi, taxes douanières, là également, c'est un peu long, donc ça peut perturber un peu le processus. Donc, il faut beaucoup anticiper. Voilà. Également, donc, les entreprises testants peuvent, voilà, donc, solliciter le financement de certains organismes mondiaux, tels que l'OMS ou bien la Banque mondiale. Et aujourd'hui, ce qui est constant, c'est que le marché sénégalais est en forte croissance avec de nombreuses opportunités. Voilà, pour les entreprises et startups health. Mais il faut anticiper. Il y a beaucoup de contraintes. Il faut anticiper sur les contraintes réglementaires, d'autres réglementaires, juridiques et logistiques. Et ça, c'est essentiel. En tout cas, pour une implantation réussie, pour un accès au marché sénégalais, il faut prendre en compte ces aspects-là. Et la recommandation forte que je peux donner, c'est justement que ces entreprises-là qui ont beaucoup de moyens, bien, en tout cas qui ont beaucoup d'argent, il faut qu'ils viennent s'associer. Voilà, il faut qu'ils viennent s'associer avec les entreprises locales et ça leur permettra effectivement d'avoir du financement des bailleurs. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, il y a beaucoup de bailleurs qui viennent injecter. Même nous, à l'ARP, on a beaucoup de bailleurs qui viennent. Parce que les médicaments, les dispositifs médicaux, les produits de santé, ça, c'est des produits essentiels, c'est des produits vitaux. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et le gouvernement a ouvert les portes. Et tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, il y a des politiques publiques qui ont été faites. Donc, le gouvernement aujourd'hui stimule ça avec cette loi-là, les startups. Il y aura des exonérations fiscales. Voilà. Et souvent aussi, les startups qui vont faire des innovations également, là également, le gouvernement prendra, en tout cas, va investir sur des startups qui vont amener vraiment des innovations. Donc, nous, du point de vue, on exige ces conformités-là, réglementaires, et aussi, on est en train donc de simplifier les procédures, surtout d'homologation, pour que, effectivement, pour permettre à ces entreprises-là de pouvoir véritablement intégrer notre pays. Donc, voilà ce que je voulais dire en termes de réflexion, pour dire que, effectivement, les choses sont en place. Maintenant, il faut oser, il faut s'associer, il faut anticiper les contraintes, il faut faire beaucoup de choses pour pouvoir réussir. Sinon, si vous ne le faites pas, si vous venez directement sans étudier tous ces aspects-là, tous ces paramètres, là, vous serez vraiment un peu déçu. Mais bon, comme on dit au Sénégal, il y a beaucoup de facilitation. C'est la bonne porte pour pouvoir vraiment accéder à ce marché. Merci, Théma. Merci à vous. En effet, donc des aspects à prendre en compte, les aspects réglementaires, les aspects logistiques, les aspects juridiques aussi, pour toute entreprise qui souhaite donc développer ses activités et exporter. Abdelaziz, est-ce que vous avez une recommandation pour surmonter ces obstacles? Voilà, moi je vais faire la transition avec ce que Racky a dit. Aujourd'hui, l'Institut Pasteur, au-delà d'être un institut de recherche, est devenu un institut industriel, comme j'ai dit, qui fait dans l'innovation, dans les dispositifs médicaux, avec les usines de fabrication de tests diagnostiques rapides, Covid, fièvre jaune, rubéole et autres. Pour faire la transition avec ce que Racky a dit et comment les startups peuvent se positionner, à l'instar de InstaDeep de la Tunisie qui a été racheté par un de nos concurrents ou quelqu'un qui exerce dans le même domaine que nous, à savoir BioNTech avec 500 millions de dollars. Aujourd'hui, d'autres startups aussi peuvent venir appuyer toute la chaîne de distribution
des dispositifs médicaux pour l'Afrique et de la vente des vaccins que l'Institut Pasteur va produire à travers son usine Madiba pour l'Afrique. Donc, c'est déjà une opportunité qui peut être ouverte pour toutes les startups tunisiennes. Aussi, il faut dire que, comme j'ai dit, Rakil a dit, on a un objectif, le Sénégal a un objectif d'installer des centres de santé partout en Afrique, ce qui veut dire partout au Sénégal, ce qui veut dire qu'il faut faire de telle sorte que ces médecins puissent avoir le même niveau. Donc, le développement des plateformes e-learning qui permet aux radiologues d'être à niveau sur l'analyse et sur la lecture des radios serait une bonne opportunité pour les startups. Et tout ce qui a trait, on parle de données à caractère personnel, donc ce qui veut dire qu'on a besoin de beaucoup d'appui dans le domaine de la sécurité. Donc les startups qui sont dans le domaine de la sécurité et de la santé, qui sont comply HIPAA et qui sont comply ISO 27001 peuvent aussi investir dans ce domaine. Aussi, on a tout ce qui a trait à la stratégie cloud computing, aussi sur lesquelles les startups tunisiennes et autres peuvent agir. Donc, juste pour dire que le Sénégal aura besoin de l'expérience très reconnue des startups tunisiennes, comme j'ai dit. Si aujourd'hui une startup se fait racheter par une grande multinationale de fabrication de vaccins, à savoir BioNTech, ça veut dire qu'aujourd'hui, en Tunisie, les startups ont atteint une maturité que les startups sénégalaises devraient copier. Donc, comme l'a dit le docteur Diaw, il y a un fort besoin de collaboration entre les startups tunisiennes et les startups sénégalaises aujourd'hui pour permettre qu'ensemble qu'ils puissent créer une société qui rentre dans la réglementation. Donc moi, je vais juste aborder un thème d'opportunité pour dire que il est important aujourd'hui que ces opportunités sur la logistique des médicaments, sur la logistique des vaccins, sur la logistique des... Attends, je vais fermer le micro de M. Diaw. Voilà, sur la logistique des innovations de tests diagnostiques rapides, l'Institut Pasteur va produire des vaccins, 300 millions de doses de vaccins qu'il va falloir distribuer dans l'Afrique. Donc, il est important d'avoir des startups capables de mettre en place des solutions pour réduire les délais de livraison et améliorer les livraisons. Donc, c'est sur ça que je voulais abonder par rapport à cette question, Schéma. Très bien, merci. Merci. Comme ça, avec ça, en fait, on clôture toutes les questions. Un petit mot de la fin en une phrase, en une minute, pour tout entrepreneur tunisien donc qui est en train qui a développé ses activités en Tunisie et qui veut donc développer ses activités au Sénégal, qui souhaite exporter soit des services, soit des produits. Est-ce que vous avez un conseil, une recommandation, un petit point positif à lui dire? Rakib, allez, on commence avec toi. J'ai été positive pendant tout le long, je vais continuer. Alors, moi, je vous invite vraiment à vous rapprocher des bonnes structures, de vous rapprocher et de Sénégal Connect Startup, du ministère en charge du numérique, mais aussi de la DRFJ, de la PIX, de prendre conseil auprès de l'Institut Pasteur qui pourra vous mettre en relation avec d'autres entrepreneurs qui sont là pour aller vers des solutions plutôt de travail en commun plutôt que d'aller tout seul. Ne venez surtout pas seul. Vous risquez d'être confronté à des problèmes administratifs comme le docteur Diaw l'a rappelé. Mais sachez que nous sommes un pays ouvert, nous sommes un pays frère, nous sommes prêts à vous ouvrir nos portes, comme nous sommes prêts à envoyer nos startups chez vous en Tunisie. Et voilà, et c'est grâce à la venue d'entrepreneurs tunisiens que nous allons réussir à faire un Startup Act global au niveau africain en montrant de bons exemples. Voilà, donc vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Merci beaucoup, Raki. Abdelaziz, un petit mot. Merci, Chama. Donc, encore merci de nous avoir invités à participer à cette session et à partager des retours d'expérience de l'Institut Pasteur dans le domaine de l'accélération des startups et de parler des opportunités de la santé.
ou de la e-santé. Donc, c'est pour dire en un mot que les startups tunisiennes sont les bienvenues, comme elle l'a dit, en collaboration avec des startups sénégalaises pour ne pas être contraints ou limités par la réglementation. Mais il y a énormément d'opportunités, les opportunités que j'ai citées tout à l'heure, comme j'ai dit, qui vont aider à contribuer et à améliorer la qualité du service de santé offert aux Sénégalais. Donc, toutes les startups sénégalaises sont les bienvenues et les opportunités existent dans l'innovation du domaine de la santé. Et surtout, comme j'ai dit, on a besoin aujourd'hui d'améliorer tout ce qui est surveillance, early warning, pour que toutes les épidémies qui naissent partout en Afrique ou dans les régions au Sénégal puissent le plus tôt être détectées et que des moyens de contre-mesures puissent être mis en place. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie à tous. Merci pour votre participation. Merci à Raki et au docteur Dia aussi pour leur contribution. Merci. Merci à vous. Docteur Diao, le mot de la fin. Le micro, s'il vous plaît. Au mot de fin, en tout cas, tout ce que je peux prôner ou bien préconiser aux entreprises LTH, start-up, c'est que le marché sénégalais est ouvert. Et qu'aujourd'hui, le Sénégal est considéré comme un pays de niveau de maturité 3 par l'OMS. Par conséquent, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, les pays francophones, aujourd'hui vont venir au Sénégal, voilà, pour le retour d'expérience, mais également parce que le Sénégal va former ces gens-là. Donc, les entreprises qui vont venir au Sénégal auront également la chance vraiment d'exporter également dans ces pays-là, pays limitrophes. Donc, le marché est ouvert, il est là, anticiper sur les contraintes, et ça, si vous le faites, je pense que l'implantation ne sera pas difficile. Voilà ce que je voulais dire en termes de mot de fin. Vous remercier de m'avoir associé. Remercier Rabi Khan pour ses brillantes interventions, de même que M. Abdelaziz Thiaw, dont mon DG m'a dit il y a de cela un temps qu'il vous connaît, le DG de l'ARP, le directeur général de l'agence qui me dit qu'il connaît Aziz Thiaw. Voilà, donc en tout cas, c'est un plaisir de vous rencontrer et j'espère que les contacts vont être maintenus. Merci. Merci. Merci à vous, merci pour ce mot de la fin. On va prendre une question dans le chat avant de clôturer. Donc, de Monsieur Moulad Bahri qui demande si vous avez l'information, combien d'industries pharmaceutiques il existe actuellement au Sénégal, donc ceux qui fabriquent des médicaments, et voilà, combien d'unités. Bon, ça, après, on va vous donner ça en termes, c'est des chiffres, mais récemment, il y a beaucoup de demandes. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des demandes et il y a une procédure. Donc, il y a une procédure et après, on aura le temps d'échanger donc les documents par rapport à ces données-là. Voilà. D'accord, ok. Donc, pour terminer, j'annonce le prochain webinaire. Donc, pour ceux qui nous écoutent, donc on va aborder des aspects très pratiques. Donc, l'intitulé, c'est Mon entreprise s'internationalise au Sénégal. Par où commencer? Donc là, on va inviter un panel donc qui va parler de comment faciliter l'internationalisation des entreprises tunisiennes Health Tech toujours au Sénégal. Voilà, et donc on est présent sur les différents réseaux sociaux. On a cette semaine, on a lancé donc les podcasts. Donc on va aborder l'internationalisation sous toutes ses formes. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Spotify, c'est Expan Africa. Voilà. Et donc, on est présent sur les différents réseaux, donc LinkedIn, Facebook, notre site web pour rester informé des nouveautés. Et donc, sur ce, je clôture. Merci beaucoup. Merci Raki, merci Abdelaziz, merci Dr Diao pour toutes les informations, pour la positivité, les points positifs justement. Et voilà, merci beaucoup et j'espère qu'on aura l'occasion de nous reparler, de collaborer ensemble très bientôt. Et merci à tous les participants. Bye bye. Merci. Merci aux participants. Merci Shema, à très vite. Merci Monsieur Diao. Merci. Merci Monsieur Diao. Au revoir.